Entretien des Patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Une rude défaite pour Emmanuel Macron, sondage, Brigitte et les réseaux sociaux. Accord franco-algérien, panique à l'Assemblée nationale. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Alexandre Casseville, Charles Vandel, ce cher Philippe Bohen, Marie-Adélaïde et Crisis. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, d'écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Le sondage comme un coup de tonnerre. La cote de confiance du Poudré a perdu 5 points en un mois. Il bat ainsi le record d'impopularité de François Hollande. C'est énorme. Et bientôt, tout le monde le dit, il sera à 7 ou 8%. Oh, toute la stratégie de reconquête du Poudré s'effondre. Et pour utiliser le jargon du rugby, il a pris un arrêt buffet. Pendant 2 jours, vous l'avez vu cette semaine, vous l'avez vécu si vous avez regardé ces entretiens, toute la presse de cour, les éditorialistes aux ordres, les lécheurs de poussière des souliers d'Emmanuel Macron et autres commissaires politiques se sont succédés sur les plateaux de télévision pour défendre Micronus Ier et Brigitus Jean-Michelus. Et là, c'est la désolation. 11%, tout est perdu. Quant aux journalistes anti-Macron, ils boivent du petit lait sur Europe 1. Pour le moment, la fête foraine du Palais Bourbon avec son grand 8 fiscal et son train fantôme socialiste laisse un peu de répit au chef de l'État. Mais quand on rangera les attractions et que le gouvernement utilisera l'article 47 pour passer son budget par ordonnance, c'est-à-dire sans vote, alors là, vous verrez, tout le monde criera au déni de démocratie et Vincent Trémollet de Villers. Donc, c'est la dette, l'immigration anarchique, l'école en ruine, la délinquance triomphante et l'autosatisfaction d'Emmanuel Macron qui explique son effondrement dans les sondages. Cette fois, Trump, Poutine, TikTok, le Yeti ou la bête du Gévaudan n'y sont absolument pour rien. Une ironie bien mordante, hein. Traduction échec et mat pour le Poudré. Ah, lui qui croyait qu'il pouvait contre-attaquer, qu'il pouvait censurer les réseaux sociaux, sous prétexte de protéger les adolescents, avec la complicité des journalistes vérolés par la collaboration jusqu'au nombril, eh bien non, il s'est trompé. C'est une véritable débâcle. Il apparaît désormais aux yeux des plus endormis comme un tyran. Mathieu Boccoté. Système de falsification de la vérité qui trop souvent s'appelle les médias officiels, les médias mainstream. Et de ce point de vue, je terminerai sur cela, l'expression les réseaux sociaux aujourd'hui sont le lieu d'une forme de révolte démocratique. C'est une reprise en main du récit collectif par ceux qui... On comprend donc pourquoi le pouvoir rêvait de fermer Twitter, fermer les réseaux sociaux, fermer les comptes des dissidents et de créer ainsi une plateforme publique officielle. Mathieu Boccoté propose la Pravda. Et là, nous avons une citation qui nous traverse l'esprit. Oui, de Michel Audiard, archi-cité, vous l'avez. Les cons, cela ose tout. C'est même à cela que l'on les reconnaît. Macron bénéficie d'une intense couverture médiatique, il a tous les médias à sa botte et il accuse les réseaux sociaux de ne pas être libres et indépendants. Fallait quand même oser. Macron, il ose tout. Ceux qui auront le droit de traiter l'information, les autres n'en auront pas la compétence, selon Macron. Pédiavenir. Macron demande aux Français d'arrêter de s'informer sur X et de se tourner vers des sources fiables, comme les médias subventionnés et détenus par des milliardaires. Pédiavenir, site satirique, s'en donne à cœur joie. Il faut également rappeler que Macron est le président de la République qui a le plus fermé des médias. Oui, tous ceux qui lui déplaisaient. On pense aux médias russes, RT Sputnik, aux médias français, C8, et il a essayé de contrôler Telegram, X, François et de fermer également CNews. Kim Jong-Macron. Pascal Praud, pas très inspiré sur Sarkozy et Zoé Sagan,
tente de se racheter avec l'interdiction des réseaux sociaux. Ceux qui savent décoder ces plateformes numériques, ils sont parfois utiles. Au lendemain de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier, pas un mot, pas une image ou presque entendu ou vu dans les médias du service public sur les violences, les pillages de la nuit qui ont accompagné la victoire du Paris. Pascal Praud détruit Macron qui veut contrôler X et les réseaux sociaux. Il a fustigé les réseaux sociaux, mais ils sont utiles. Finale de foot et émeutes, pillages, violences, agressions dans le RER. Heureusement qu'ils existent. C'est un véritable scandale d'État. Le tollé devient général, même dans les colonnes du Figaro. Oui, on tire à boulet rouge sur le poudré. Le peuple s'oppose à moi, le peuple l'exprime sur X. Interdisons X, suggère Emmanuel Macron. Cette tribune co-signée avec David Lisnard est plus que jamais d'actualité. La liberté d'expression n'est pas négociable. L'interdiction de X serait un crime contre la liberté qui autoriserait la résistance à l'oppression par tous les moyens. Ce serait la faute de trop pour Macron qui finirait comme finissent tous les tyrans. Qu'il fasse bien attention. En privé, de plus en plus de journalistes confessent « Mais il est fou ! Que veut-il ? Une révolution ?» Il commence à avoir peur. Et au niveau européen, c'est la même débâcle. Chat de contrôle, l'Union européenne renonce à sacrifier notre vie privée, sous prétexte, bien sûr, de lutter contre des affreux. Bonne nouvelle temporaire. La surveillance de masse, avec des scans a priori de tous nos messages privés sur toutes les messageries, ne passera pas tout de suite. Ah, évidemment, info présentée de façon insidieuse et fallacieuse par BFM TV. Autre défaite, et c'est une énorme surprise pour l'Élysée. Oui, c'est ce que je nommerais Brigitte Jean-Mimi contre Zoé Sagan. Cela a d'ailleurs en dit très long sur leur côté bunkérisé hors sol. Ils n'ont toujours pas compris que la détestation était tellement forte que les Français prennent parti pour Zoé Sagan contre Bribri. J'ai regardé les journaux qui avaient traité l'affaire de manière favorable à l'Élysée. Ils reçoivent des milliers et des milliers de messages de colère. J'ai demandé également à Grok de me fournir certaines photos que l'Élysée avait données à la presse. Tous ces docs ont été effacés et retirés. Récit d'une raclée médiatique. On commence par le début, ce fameux article du Figaro qui a bien fait rire. Pour faire taire les rumeurs, l'avocat de Brigitte Macron, maître Jean Enoki, a demandé à Tiffaine Ozienne comment se portait son oncle. J'ai vu mon oncle il y a quelques semaines et il va très bien, a répondu l'avocate, prouvant ainsi l'existence du vrai Jean-Michel Trogneux. Un propos de Tiffaine est donc une preuve pour la justice et les journalistes. Je donne un conseil aux voleurs du Louvre, si vous voulez un alibi, faites témoigner vos enfants. Oui, papa était avec moi, il n'était pas en train de voler le Louvre. Bande de guignols. Et que dire de cette photographie qui a servi de preuve pour BFM TV ? Sur la seule photo connue à ce jour de la personne prénommée Brigitte avec son frère, et servie bien sûr par BFM, chaîne officielle de l'Élysée, il manque des doigts à la personne prénommée Brigitte. C'est bête, hein ? Reste donc à savoir quelle est l'intelligence artificielle qui a généré cette photographie. Vous vous rappelez que j'avais débunké cette photographie l'année dernière. J'avais affirmé qu'elle avait été façonnée par des trolls pro-Macron. Et comme elle est mal faite avec les doigts, c'était une évidence. J'ai voulu accéder au reportage de BFM et aux surprises, il a été supprimé. Quant à Jean-Michel Trogneux, selon Marlène Schiappa. Il y a une histoire humaine derrière. On a instrumentalisé le décès du frère de Brigitte Macron. Est-ce que vous pensez que si c'était l'un de nous, on aurait envie de reparler du décès de notre frère ou de notre sœur pour se justifier sur le fait qu'on n'a pas usurpé son identité ? On est à un niveau de glauque dans ce qui est inventé pour lui nuire qui est absolument terrible. Les versions changent en fonction du macronard. Les seuls qui attaquent bille en tête Aurélien, Zoé Sagan, c'est par exemple Éric Nolot. Aurélien à Poisson-Atlan, alias Zoé Sagan, ose se réclamer de Flaubert et de Voltaire. Aucune pirouette ne fera oublier que ce type est ce que l'humanité peut produire de plus immonde. J'aimerais que tous ces gens-là qui déversent leur bile sur Zoé Sagan m'expliquent exactement quel est son délit. Oui, formulez précisément, mon cher Nolo, le délit de Zoé Sagan. Cyberharcèlement, fake news. Brigitte n'a pas de compte X. Vous lui reprochez de délirer sur Brigitte Macron ?
C'est un crime pour un écrivain assez intéressant de la part de quelqu'un qui se présente comme un éditeur. Et puis cette hyperbole, aucune pirouette ne fera oublier que ce type est ce que l'humanité peut produire de plus immonde. Mais quelle hyperbole, hein. Zoé Sagan, l'humanité plus immonde? Aurélien, c'est pire que Marc Dutroux et tous les criminels de l'histoire? Moi, il m'a toujours semblé que ce qu'il y a de plus immonde, c'est la figure du collabo. Tenez, on va rafraîchir la mémoire d'Éric Nolot. Éric Nolot, il va falloir à un moment se poser très sérieusement la question du confinement des non-vaccinés, parce que quand vous avez tout essayé, eh bien, il reste l'autoritarisme. Nolot, nous le savons, nous l'avons vu depuis 4-5 ans, c'est la fille de joie du Big Pharma, c'est le petit collabo du macronisme autoritaire, totalitaire. Nolot, c'est la figure éternelle du Ramirez de plateau de télé. Quant à Brigitte Macron, elle n'a jamais assumé son rôle politique sur France 5 il y a quelques années. Qui avait fait cet Emmanuel Macron arrogant, cassant, un peu méprisant pour les gens, hein. Jupitérien, mais quand on est jupitérien, est-ce qu'on peut dire d'une femme qu'on espère, qu'on rêve qu'elle meure, puisqu'ils sont allés jusque-là? C'est des propos. Alors ce sont des proches de Brigitte Macron. 2018, Brigitte Macron est haïe par beaucoup de monde, ainsi qu'à l'Élysée. Elle est appelée la vieille et son entourage souhaite sa mort. Mais il faut croire que c'était pas aussi traumatisant que quelques tweets. Cette émission met en lumière ce que je dénonce depuis des années dans ces entretiens, c'est-à-dire que la Trogneux a un rôle politique majeur alors que nous n'avons pas voté pour elle. Elle est en plus co-responsable du désastre français et elle vient se poser en victime au tribunal. Enfin, quand je dis qu'elle vient se poser en victime, elle ne s'est pas présentée au tribunal, elle a envoyé sa fille pour dire qu'elle souffre. Mais quelle indécence, quelle inversion accusatoire. Elle souffre de quoi? Je sais, je vais me répéter, de cyberharcèlement imaginaire, parce qu'elle n'a pas de compte X. Et elle ne porte pas plainte en diffamation contre celui qui est le principal responsable, Xavier Poussard. On se demande pourquoi. Ce que nous voyons au contraire, c'est que l'Élysée persécute Zoé et les autres des opposants politiques. C'est pas la définition de la dictature, ça? Pour rappel, le cyberharcèlement, c'est ça. Harcèlement, plus d'un tiers des jeunes de moins de 18 ans touchés dès l'école primaire, un chiffre en nette augmentation en un an. Un phénomène amplifié par les réseaux sociaux, en particulier WhatsApp. Quant à ceux qui viennent défendre la Trogneux sur les plateaux de télévision, ils ont tous un point commun. Un peu le même visage, hein, les Éric Nolot, les Mathias Vargon ou les Tristan Mendès France. On a l'impression qu'on les a recrutés dans un western spaghetti. Candace Owens, c'est vraiment l'extrême droite complotiste la plus radicale qu'on trouve. Elle est même un peu too much pour une partie de la complosphère. Elle ne croit pas aux dinosaures, elle est ultra religieuse et ultra conservatrice. Régis Le Sommier, ironique. Elle ignore aussi l'existence de Tristan Mendès France. C'est dingue, hein? Je ne sais pas vous, mais dès que je vois la tête de Tristan Mendès France, j'ai envie d'adhérer à ce fameux parti des complotistes qu'il décrit à longueur de journée. Et oui, lorsqu'on voit une nullité pareille, qui se targue d'être un professeur et qui est qualifié d'expert par les journalistes. Il est expert en quoi, le Tristan? En complotisme. Et puis le complotisme pour Tristan, c'est le monde de oui-oui, hein. C'est toute personne qui critique Brigitte ou Macron. Et aujourd'hui, c'est plus de 88% des Français. Il faut dire que les Français dégustent sous ce couple. 36% des foyers français peinent à régler leur facture d'électricité. Les belles gueules des plateaux TV, les Éric Nolot, les Mathias Vargon, les Tristan Mendès France, les Rudy, pourront hurler, s'agiter, insulter, ils seront battus. Et oui, les experts en complotisme seront battus. Et par quoi? Comme je viens de vous le montrer, par le réel. Séquence duplicité. Je vote à Bruxelles, oui, non à Paris. Cercle Aristote. LFI, comme les LR, dénoncent en France ce qu'ils votent au Parlement européen. Manon Aubry a voté pour. Tous des tartuffes. La soupe européenne est bonne, mais elle est difficile à vendre en France. Clémence Guettet, députée de la France Insoumise. Macron veut interdire les découvertes bancaires. C'est un scandale absolu. Je vous explique.
En 2023, la France insoumise votait pour ce même texte du Parlement européen en expliquant qu'il augmentait la protection du citoyen. On peut lire les arguments sur le site de Manon Aubry. Tiens, où est-elle, Manon Aubry? Eh bien, en Amérique. Est-ce qu'elle se cache? Pour être complet, certains députés LR et RN ont voté à Bruxelles également ce texte. Bardella a voté contre. Rubrique duplicité toujours. Nos artistes. Ne mettons pas en péril la création. Une centaine de comédiens sans talent dénoncent les coupes budgétaires à France Télévisions. Quand les usines fermaient, quand des familles étaient détruites par la mondialisation, par l'abolition des frontières, tous ces pseudo-comédiens sans talent reprenaient les nouilles. Mais il faudrait pleurer pour eux et pour des protections et des financements qu'ils refusent aux autres. Ces artistes militent en effet pour la souveraineté, mais essentiellement pour eux, pas pour l'ensemble des Français. Séquence panique et hurlement à l'Assemblée nationale. L'affaire France-Algérie, Emmanuel Macron et le gouvernement dans l'embarras après le vote de l'Assemblée contre l'accord. L'adoption, jeudi, du texte porté par le Rassemblement national vient percuter les espoirs de l'exécutif d'une hypothétique reprise du dialogue avec Alger, surtout depuis que Bruno Retailleau a quitté le gouvernement. Pour être précis, ce vote est symbolique, il est non contraignant, mais il a le mérite de relancer le débat et il met en lumière toute la duplicité du poudré. À l'Assemblée nationale, ça hurle. Ceux qui pourraient vous amener au pouvoir, nous on parle ici d'êtres humains, d'hommes et de femmes qui ont risqué leur vie parce qu'ils pensaient que la France était un grand pays. Et je vous le dis, madame, il y a aujourd'hui en France, ici dans ces bancs, une gauche, une droite, mais une droite modérée qui, elle, va voter avec le Rassemblement national. Alors que dans les territoires, nos évêques, le secours catholique, ils sont avec les migrants. C'est la honte de la droite républicaine de le faire. Alors nous devons, nous, le centre, nous tous ensemble, empêcher la haine d'arriver. Et merci à la droite sur les territoires. Merci les évêques. Non, mais il a vraiment pété un câble. Il affiche un taux de présence de 5% à l'Assemblée nationale, mais quand il fait le déplacement, ça déménage, il n'y a rien à dire. Je ne retrouve hélas aucune de ces protestations au nom des victimes de la criminalité des migrants illégaux, des clandestins sans emploi, de la non-exécution des OQTF, voire des fichiers S. C'est le cinéma des nantis, parce que dans la réalité, cela donne ça. À Moissac, ce dimanche, menace sur une religieuse, cris d'animaux dans l'abbatiale, et le procureur de Montauban qui classe cela sans suite. Les chrétiens sont persécutés partout dans le monde. En France, cela progresse et tout le monde détourne les yeux. Ce qui était impensable hier est devenu la norme. Non, ce n'est pas normal. Cela ne l'a jamais été. Toujours dans la catégorie duplicité, l'attitude des groupes de gauche. L'absence des macronistes a donné une victoire au Rassemblement national sur un texte raciste. Tiens, raciste, on y reviendra. Cyrielle Châtelain, présidente du groupe Les écologistes à l'Assemblée, s'exprime après le vote d'un texte du Rassemblement national contre les accords franco-algériens. 52 députés du nouveau Front populaire n'ont pas pris part au vote. 19 députés de la France insoumise, 16 députés socialistes, 6 députés écologistes et 11 députés communistes. En quoi revenir sur les accords franco-algériens de 1968, qui ont déjà été renégociés plusieurs fois, exorbitant du droit commun par rapport au Maroc ou à la Tunisie, serait un texte raciste? C'est complètement dément, cette hystérie pro-FLN. Il faut donc comprendre que les accords franco-algériens étaient racistes par rapport aux Marocains ou aux Tunisiens. Réfléchir, c'est vraiment pas leur fort à la France insoumise, parce que donner plus de droits à une nationalité par rapport à d'autres, c'est en effet une des définitions du racisme. Quant à ce procès de racisme fait au Front National, on va rappeler un proverbe africain, quand on monte au cocotier, il faut avoir le derrière propre. C'est Madame Mansouri pour le groupe UDR qui a la parole. Pardon ? Je note qu'un de mes collègues me traite de caution.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La collègue Hanan, qualifiée par des députés de la France Insoumise de caution, alors qu'elle monte à la tribune pour défendre notre proposition de rétablir le délit de séjour irrégulier. La rage les fait complètement déraper. Énième dérapage raciste des bancs de gauche, sans aucune réaction des macronistes. Ras-le-bol de Braun-Pivet. Hélas, le rétablissement du délit de séjour irrégulier est rejeté par l'Assemblée nationale. 4 amendements identiques de suppression du texte sur le rétablissement du délit de séjour irrégulier ont été adoptés par l'Assemblée. Sur les 378 voix exprimées, 209 provenant du bloc central et de la gauche ont été favorables au rejet du texte, contre 169. Le texte, vidé de sa substance, a été retiré ensuite par le Rassemblement national. En conclusion, le rapporteur a fait sienne les mots de l'ancien directeur de la DGSE, Pierre Brochant, dans le Figaro. « Si nous restons bras croisés, nous irons vers le pire. Ce pire sera la régression de notre pays en tous les domaines, à commencer par la sécurité de ses habitants et plus généralement leur bonheur de vivre. » Le député PCF peut, bien nommé, dans un rayon de 500 mètres autour de l'Assemblée, aller dans les arrière-cuisines des restaurants, regarder qui travaille dans les tranchées ou sur les échafaudages. Le bon raisonnement du bourgeois méprisant et plus précisément esclavagiste. Et puis vous le savez, c'est leur fonds de commerce, toutes ces subventions qui touchent pour leurs associations. Sur les plateaux de BFM, les Français donnent des leçons d'économie aux socialistes. Cette jeune femme. Pour dentaire. Il est à 2 doigts de se tirer parce qu'il n'y arrive plus en fait. Sauf qu'il y a tous ces employés qui vous disent, s'il fait ça, je ne sais pas comment je vis. On est dans un petit village, dans un milieu, je ne sais pas pourquoi. Je n'en veux pas aux riches. Arrêtez d'opposer les gens. Le député socialiste répond, elle se prend la tête entre les mains tellement c'est nul. La réponse de Philippe Brun, député socialiste, que vous avez dans ma description, est en effet stupéfiante. Pour se justifier, il explique que l'État donne 220 milliards aux entreprises d'exonération fiscale. Oui, et vous le savez, c'est généralement pour payer les actionnaires. Nous avions dénoncé cette magouille dans ces entretiens. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que les socialistes soutiennent Emmanuel Macron et ses budgets depuis 8 ans. Il est responsable de cette situation. Et il vient aujourd'hui s'en plaindre devant les électeurs. Duplicité encore et encore. Et puis il y a cette jeune femme. Vous allez me dire, à moi, qui me suis saigné à travailler, que l'héritage de ma fille, cela lui tombe du ciel. Laura, auto-entrepreneuse, tacle le député écologiste Benjamin Lucas, qui souhaite taxer les héritages. C'est assez flagrant. Les socialistes sont responsables, en soutenant Emmanuel Macron, en continuant les politiques de François Hollande, des 1400 milliards de dettes supplémentaires. Et ils n'ont à la bouche que les mots taxes et impôts. S'ils étaient de vrais hommes d'État, ils parleraient au contraire de prospérité et d'industrie. Oui, ce sont les 2 éléments qui sauveront la France. Une leçon d'économie, toujours sur les plateaux de télévision, cette fois-ci sur LCI. Un entrepreneur détruit un député macroniste en lui montrant qu'à la fin, ce sont les Français qui paient leurs taxes, comme notamment celle sur les GAFAM. Le député macroniste était en PLS. C'est très simple, parce que nous vivons dans un monde sans frontières. Vous taxez les GAFAM ? Eh bien, c'est simple, les GAFAM répercutent cette taxe sur votre facture. C'est vous qui payez la taxe, comme d'habitude. Pour rebondir sur le sujet de l'immigration, nous sommes dans une situation qui va devenir intenable. Les départements tirent la sonnette d'alarme sur l'explosion de leurs dépenses sociales à laquelle certains ne parviennent plus à faire face. Le macronisme socialiste, c'est la faillite. Autre défaite pour Emmanuel Macron en vue. Opinion, je déteste le dire, mais Kiev ne tiendra pas jusqu'au printemps. Malgré tous les discours enthousiastes de l'Union européenne, il n'y a tout simplement ni l'argent, ni la volonté de continuer à défendre l'Ukraine. Préparez-vous à la paix, elle ne sera pas jolie. C'est dans le Time. Et oui, même le Time jette l'éponge sur l'Ukraine. Il prédisait depuis 3 ans la victoire finale de Kiev. C'est fini. Il annonce la débandade de l'Ukraine cet hiver, car l'Union européenne n'a tout simplement ni l'argent ni la volonté de continuer à la défendre. Bigre, qu'en disent les experts des plateaux de LCU.
Eh bien, pas grand-chose parce que les faits sont têtus. Libération de Sadovo, au sud de Kupiansk. Les Russes nous offrent encore un chaudron de toute beauté. 5000 otanos kieviens seraient bloqués à l'est de la rivière Oskol. Le général Drapati, qui les commande, aurait donné l'ordre d'évacuation sur la rive opposée sans en référer à l'inapte général Syrski. On invite d'ailleurs les journalistes de LCU à venir constater les choses. Kiev rejette le cessez-le-feu de Poutine dans la région de Pokrovsk et Kupiansk et menace les médias ayant accepté l'invitation. C'est pas très démocratique cela, Kiev. Nous allons assister à une accélération de l'histoire. Et ceux qui ont été dans le camp des vaincus, eh bien, vont disparaître. Oui, les peuples n'aiment pas les losers. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec un loser, Jean-Noël Barrot. Les grandes plateformes ne respectent pas les règles dont l'Europe s'est dotée démocratiquement. Europe, démocratie, c'est oxymorique. Elles doivent être sanctionnées. Démocratiquement, la blague, c'est de trop. À l'évidence, non, c'est tout le problème. C'est ce qui explique en grande partie l'explosion des réseaux sociaux et des médias alternatifs, qui sont devenus le seul espace où la dissidence peut s'exprimer depuis que les élections allant à l'encontre du projet européiste sont manipulées, comme en Roumanie. Dans la rubrique « Les bonnes blagues du grand architecte », Alain Boer se glisse dans la tête de Vladimir Poutine en affirmant qu'il veut l'Ukraine, la Géorgie et Kaliningrad. Alain, l'enclave de Kaliningrad est déjà russe depuis 1945. Il doit vraiment forcer sur la bouteille. Le désir de tous les Français. Va-t'en, Macron. Gérald Darmanin est le Gorafi. Comme l'exige son rôle, Gérald Darmanin ira chaque soir lire une histoire à Nicolas Sarkozy. Le Gorafi dépassé puisque Gérald Darmanin rend bien visite à Nicolas Sarkozy en prison. Dans ma description, vous aurez 7 extraits, ne le ratez pas. Marlène Schiappa qui explique ce que c'est que le macronisme. Oui, le macronisme, c'est la manipulation. Réponse de Christine Bravo. Arrête, arrête, les Français vont être débectés là. Réponse de Schiappa. Non, non, ils vont rigoler. Je viens de tomber sur cet extrait de Schiappa dans Les Traîtres. Oui, elle explique le macronisme. Autre extrait que vous trouverez dans ma description. Regardez-le, c'est saisissant. Les Macron étalaient tellement leur vie privée jusqu'en 2018 qu'à France Inter, ils en ont fait un sketch. On nous a imposé tous leurs faits et gestes avec abondance de détails sur la formidable love story d'un gosse avec un adulte et maintenant ils se plaignent que cela soit critiqué. C'est tout pour la page fantasy. Mais avant de se quitter, l'analyse de Philippe Murer sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Bonjour à tous. Nous assistons depuis une semaine à des débats absurdes sur le budget, abondamment relayés par les médias, et nous allons devoir subir cela pendant encore 1 mois et demi. Comme Macron n'a pas pu constituer un gouvernement majoritaire en s'alliant avec d'autres partis politiques, le budget doit être établi par l'Assemblée nationale, comme l'a dit Sébastien Lecornu. Il faut bien se rendre compte de l'absurdité de la situation. Macron a perdu les élections législatives en étant 3e au premier tour, avec lui seulement 160 députés Renaissance et Horizon, soit 30% des députés. Et il a nommé un Premier ministre macroniste sans le soutien d'aucun parti, même pas des LR ou du PS. C'est un gouvernement ultra minoritaire. Dans cette situation absurde, Lecornu a donc demandé que le budget soit largement amendé, quasiment réécrit par l'Assemblée nationale. Ce sera un budget très parlementaire, dit-on, à Bercy. Mais un budget n'a pas vocation à être écrit par l'Assemblée nationale. Et encore moins par une Assemblée nationale divisée en 3 blocs inconciliables. C'est forcément une immense foire d'empoigne où chaque groupe va essayer de se faire voir par l'opinion publique, qui comme défenseur des pauvres pour la gauche, qui comme défenseur de la baisse d'impôts pour la droite, et tout ceci sans aucune cohérence d'ensemble. Le PS et le reste de la gauche veulent qu'on ne parle que de taxe Zuckman, pour afficher un marqueur de gauche auprès de ses électeurs. Les LR veulent afficher qu'ils ont fait voter la défiscalisation des heures supplémentaires, un marqueur de droite du travail. Il faut remarquer que ce budget sera débattu sans qu'il n'y ait aucune réflexion sur la politique économique à suivre. Un budget est fait pour voter les recettes et les dépenses,
les dépenses, mais aussi pour impulser une politique économique. Est-ce qu'on favorise l'investissement des entreprises ou la consommation? L'investissement dans l'éducation, dans la sécurité, la dépense publique pour les plus pauvres ou bien les baisses d'impôts? Comme il n'y a aucune cohérence entre les partis qui écrivent le budget, il n'y aura aucune cohérence économique. L'objectif unique, c'est de voter un budget quel qu'il soit, tout en laissant une France en grande difficulté économique, comme le chien crevé au fil de l'eau. Il n'émergera de ce débat faussé par Macron au mieux qu'un budget Frankenstein insensé que personne ne voudra voter. Merci mon cher Philippe. Avant de se quitter, une dernière nouvelle en direct budget 2026. Nous voulons une dissolution le plus vite possible, déclare Jordan Bardella. C'est la grosse rumeur qui agite les milieux bien informés. Macron, pour sauver sa peau d'une démission en quelque sorte forcée, pourrait dissoudre l'Assemblée nationale et rester au chaud, protégé en quelque sorte par un nouveau Premier ministre. Mais attention, après le 15 novembre, il sera très difficile de dissoudre l'Assemblée nationale. Peut-être que la dissolution va arriver plus vite que prévu. Je vous souhaite un excellent week-end, à bientôt, au revoir.